Le nouvel esprit public, si c'est pour la culture, on a déjà donné. Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre Bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui me donne aujourd'hui la chance de recevoir Sarah Gursel. Sarah Gursel, bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice. Absolument. Vous n'êtes pas seulement traductrice, on verra ça dans le cours de notre conversation, mais vous êtes traductrice et vous êtes la traductrice d'un auteur, d'un romancier américain qui m'a, dès son premier livre, fait une formidable impression et dont j'ai vanté à chaque occasion à la fois le sens de la construction, l'originalité, le sens de personnage. Il s'appelle Philippe Meyer. Personne n'est parfait. Évidemment, il n'a pas de E à la fin de son Philippe. Il a publié 2 romans jusqu'à présent. Alors, est-ce que le premier a changé de titre ou Le premier a changé de titre. Enfin, en tout cas, il va ressortir sous son titre original qui est American Rust et qui était sorti au départ sous le titre d'un arrière-goût de rouille. Beaucoup de R. Et là, donc, le nouveau titre sera American Rust. American Rust, oui, sans traduction. Sans traduction. Ah bon. Et son deuxième livre s'appelle Le Fils. Vous avez donc traduit les deux. Ce sont 2 livres assez volumineux, admirablement construits, de manière très impressionnante. Et ce qui m'a impressionné aussi, c'est sans doute l'influence qu'a pu avoir ce romancier, dont on attend un 3e livre. Je dis influence parce que j'ai lu un autre livre que vous avez traduit, le livre de Michael Christie, un jeune romancier canadien, dont c'est le premier roman, le 2e livre, mais le premier roman. Alors, c'est le premier roman traduit, c'est en réalité son 2e roman, mais le premier n'a pas eu l'heure d'être traduit. Eh bien, ce livre de Michael Christie, Lorsque le dernier arbre, publié chez Albin Michel, est d'une construction qui fait penser aux constructions des livres de Philippe Meyer. Je ne sais pas, est-ce que vous avez, c'est une question d'ailleurs qui peut se poser pour toutes les traductions que vous avez faites, est-ce que vous avez en général, et ici en particulier, l'occasion de rencontrer les auteurs que vous traduisez ? Alors, oui, pas dans tous les cas, mais j'ai souvent rencontré les auteurs que j'ai traduits, mais en général a posteriori. Donc c'est toujours un peu frustrant finalement de ne pas avoir plus accès à l'auteur avant, même si on imagine bien qu'un auteur qui est traduit dans tout un tas de langues ne peut pas s'éparpiller entre tous ses traducteurs et traductrices. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Meyer entre les 2 romans. Et puis j'espère que cette occasion se reproduira. Et puis Michael Christie sera en France la première semaine d'octobre, donc je me réjouis de faire sa connaissance à cette occasion. D'accord, je me préserve de vous poser tout à l'heure quelques questions sur Philippe Meyer, mais ça aurait l'air peut-être un peu narcissique là au moment où nous nous parlons. Quand vous donc Michael Christie, vous ne l'avez pas rencontré. Vous allez le rencontrer, mais vous ne l'avez pas rencontré. D'accord. Je ne l'ai pas rencontré, mais nous avons échangé, puisque j'envoie toujours une copieuse salve de questions à mes auteurs après avoir traversé leur livre dans un premier jet de traduction. Et je dois dire que Michael Christie a été particulièrement à la fois bienveillant, précis, encourageant dans ses réponses. Il était, je pense, heureux de rentrer dans une forme de dialogue et de voir sans doute que le nombre de mes questions et leur précision témoignaient aussi de la précision du regard que j'avais porté sur son travail. Mais donc, il y a eu quand même un certain dialogue qui s'est engagé à cette occasion-là. D'accord, mais vous n'avez pas eu l'occasion de lui demander s'il avait été influencé par la lecture des livres de Philippe Meyer. Mais je vous promets de lui poser la question quand je le rencontre. Je vous en prie. Le livre de Michael Christie fait quoi, 500 pages traduit en français à peu près. Ouais. Combien de temps de traduction ? C'est un travail de longue haleine, d'autant que, vous l'avez dit, la traduction n'est pas ma seule activité, donc j'ai toujours un travail qui est un petit peu émietté et plus étalé dans le temps que sans doute ne le serait le travail de collègues qui s'y consacrent à temps plein. Et c'est toujours très difficile d'évaluer le temps de traduction parce qu'il y a le temps qu'on passe devant son ordinateur avec l'ouvrage, bien sûr, mais il y a aussi tout le temps de décantation, tout le travail qui se fait dans les interstices, qui se fait quand on marche dans les rues de Paris, quand on pédale sur son vélo ou quand on fait des tas d'autres choses qui semblent n'avoir rien à voir. Et parfois, c'est là que les problèmes se résolvent, qu'on dénoue certains nœuds.
Mais le livre de Michael Christie, je serais bien en peine, à vrai dire, de vous donner une réponse chiffrée, un nombre de semaines, de mois. Mais la traduction s'est étalée sur 1 an. Voilà. Ouais. Alors, venons-en à vous. Donc, vous avez une double formation, une triple presque, je dirais, formation, c'est-à-dire la formation spécialisée de traduction dans des circonstances et dans un établissement dont vous nous direz un mot, puisqu'il existe. Je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs vous-même, vous l'avez appris très tardivement, mais je pense que beaucoup de gens vont l'apprendre. Il existe un établissement qui est consacré à l'enseignement de la traduction, mais vous avez aussi une formation de comédienne et une formation littéraire qui aurait dû vous conduire à l'enseignement, à peu près. Donc, votre activité, comment se répartit-elle? Comment l'organisez-vous? Comment a-t-elle évolué au fur et à mesure des années, à partir du moment où vous êtes devenue indépendante et libre de vos propres activités? Alors tout ça danse ensemble de manière assez fluide. L'avantage de la traduction, c'est qu'on peut le faire à peu près quand on veut et où on veut. On est tributaire que de la date de rendu qui est déterminée avec l'éditeur. J'ai été comédienne avant d'être traductrice, mais c'est finalement le théâtre qui m'a amenée à la traduction, parce que j'ai reçu une formation de comédienne en Angleterre, j'ai travaillé là-bas un certain temps, et quand j'ai décidé de rentrer vivre en France, ne connaissant personne dans le milieu théâtral français, il y a eu un petit temps de jachère, disons, et pendant lequel je me suis mise à traduire des dramaturges anglais pour le plaisir de les faire connaître, parce que je me rendais compte que quand j'en parlais autour de moi, on ne les connaissait pas forcément ici. Et c'est ça qui m'a véritablement mis le pied à l'étrier de la traduction. Et après, effectivement, dans l'évolution de cette double carrière, il y a eu des moments où le théâtre a pris un peu plus d'importance, d'autres où la traduction a pris un peu plus d'importance, mais véritablement, j'ai l'impression d'avoir mené les deux de front et que ça se répond très très bien, que ça se complète et moi, j'ai la sensation de faire en fait le même métier, mais décliné sous 2 modalités qui semblent différentes. Alors, vous allez nous expliquer cette chose qui peut paraître paradoxale, mais un mot d'abord. Vous êtes bilingue de souche, si je puis dire, pour reprendre un autre mot. C'est pas le cas de tous ceux qui font des traductions. Il y en a qui ont appris une langue sur le tard ou à l'école. Je ne suis pas bilingue. J'ai toujours eu une espèce de passion pour l'anglais, une passion familiale. Il se trouve qu'il y a des professeurs d'anglais dans ma famille, voilà, on a toujours nourri un goût pour cette langue-là. Quand j'étais adolescente, c'était ma langue intime, on va dire. Je me parlais à moi-même en anglais, mais certainement en faisant des tas de fautes. Et je ne me considère pas comme bilingue, mais j'ai vécu un certain nombre d'années en Angleterre. J'ai fait des études là-bas, donc évidemment j'ai un rapport à la langue qui est assez fluide, encore une fois. Mais je pense qu'en fait le bilinguisme est un obstacle à la traduction, parce que quand on habite de la même manière 2 langues, il est beaucoup plus difficile de faire les passerelles. Je me rappelle de la maman d'une amie quand j'étais petite. Cette dame était allemande. Elle vivait en France depuis 20 ans. Elle était parfaitement bilingue. Et il se trouve qu'elle faisait partie d'une chorale qui est partie faire une tournée en Allemagne. Et donc, on l'avait logée dans une famille avec quelqu'un qui ne parlait pas du tout allemand en disant « comme ça, tu pourras traduire ». Et en fait, toute la soirée, elle a répété en allemand ce que disaient les Allemands, sans se rendre compte qu'elle ne faisait pas le passage d'une langue à l'autre, parce que pour elle, les 2 langues étaient strictement équivalentes. En général, les personnes bilingues ont plus de mal à trouver les formules équivalentes, et il peut y avoir plus d'anglicisme ou plus de gallicisme d'un côté ou de l'autre. Voilà, il faut avoir fait le douloureux effort de l'apprentissage, du passage d'une langue à l'autre pour sans doute pouvoir vraiment être un bon traducteur. Après, il y a des gens bilingues qui traduisent très bien, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien insinué de ce genre. Vous soutenez donc que traductrice, c'est un métier physique. Oui, je pense qu'on traduit tout autant avec son corps qu'on traduit avec ses neurones et avec son cerveau et sa réflexion. Je pense que c'est une activité physique, et c'est aussi pour ça qu'il me semble qu'il y a une vraie parenté entre le fait de jouer et le fait de traduire. Dans les 2 cas, on se met à disposition du texte, des mots de quelqu'un d'autre, mais dans les 2 cas, j'ai besoin de mon corps pour traduire. J'en ai besoin
parce que le corps, pour moi, a besoin d'être en mouvement pour que la pensée soit en mouvement. On s'aperçoit très bien que quand on devient trop rigide, trop figé dans sa posture devant son ordinateur, l'imagination ne fonctionne plus. Il y a quelque chose qui s'assèche. Et j'ai la chance de traduire une autrice écossaise qui s'appelle Linda McLean, que je co-traduis avec Blandine Pélissier. Et très tôt dans le processus de traduction de cette œuvre, nous avons rencontré Linda, qui est une personnalité assez singulière et qui nous a initiés à ce rituel parfaitement salutaire, qui est que toutes les 20 minutes, on se lève et on danse pendant 2 minutes. Et on s'aperçoit à l'épreuve de cet exercice que quand il y a un moment de blocage, quand il y a même peut-être une tension entre les deux co-traductrices qui ne sont pas d'accord sur certaines choses, le fait de se lever, de bouger, dénoue les choses et on revient beaucoup plus disponible et beaucoup plus à même de servir le texte. Et puis, pour moi qui traduis pas mal de fiction américaine, qui est une littérature très visuelle, les auteurs souvent, là où peut-être un auteur français nous donnerait l'émotion du personnage, ce qu'il est en train de vivre à l'intérieur, l'auteur américain va nous le décrire de l'extérieur. Donc va nous dire, elle penche un peu la tête sur le côté, ses épaules se relèvent. Et donc moi, il faut que je me mette dans la posture physique qui est décrite pour me dire « Ah oui, d'accord, c'est ça que ce personnage est en train de vivre ». Après, en termes de traduction, il faut arbitrer entre est-ce que je garde la forme de l'original ou est-ce que je la transmute dans ce qui serait peut-être plus familier à un lecteur, une lectrice française. Ça, c'est un autre arbitrage. Mais en tout cas, pour comprendre la logique du texte, j'ai besoin de l'incarner physiquement. Qu'on ait de l'intérêt à danser toutes les 20 minutes, quand on est en double commande sur une traduction, on peut comprendre au fond ce rituel et son efficacité. Mais quand vous êtes toute seule, qu'est-ce qu'il y a de physique dans la traduction ? Ça reste un engagement physique. Alors déjà, comme je vous le disais, pour comprendre ce qui se passe dans le texte qui est raconté, mais aussi parce que le corps est pour moi un moyen d'accès, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai la sensation d'avoir vraiment compris ce qui se raconte, j'ai besoin d'éprouver la langue dans son rythme, dans ses sonorités. Et ça, pour moi, c'est pas un processus intellectuel, c'est un processus physique. Comment est-ce que ça va vibrer dans mon corps à moi pour pouvoir trouver le chemin des mots en français. Alors, ça paraît un petit peu abstrait dit comme ça, mais en fait, c'est très concret, c'est sensoriel. Je pense que la traduction est avant tout une expérience sensorielle. Vous faites une comparaison avec le métier d'acteur, le métier de comédien, et vous dites que, au fond, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a aussi des problèmes d'ego chez le traducteur. Qu'est-ce que c'est que le problème d'ego chez un traducteur, une traductrice en l'occurrence ? Alors, l'ego, c'est peut-être un grand mot. Ça se voit peut-être plus nettement quand on co-traduit quelque chose et où il va falloir négocier entre les choix des différents co-traducteurs ou co-traductrices. Ça peut se rencontrer aussi au moment du dialogue avec l'éditeur, avec le correcteur ou la correctrice, avec toutes les personnes qui vont être amenées à porter un regard sur votre travail. Et là, il faut être vigilant et se dire, est-ce que je suis attachée à cette formule, à cette phrase, à ce vocable particulier parce que mon choix a été mûrement pesé et parce que j'estime vraiment que c'est cette formule-là qui correspond le mieux à ce que l'auteur a voulu dire, ou est-ce que j'y suis attachée parce que c'est la formule qu'utilisait ma grand-mère et que moi j'adore cette expression et que donc je suis très contente de la caser à cet endroit-là. Je caricature un peu, mais l'attachement et le rapport très singulier que chaque personne entretient avec la langue va forcément se ressentir. On traduit avec qui on est, on traduit avec notre histoire et l'histoire de notre rapport à notre langue maternelle. Donc, je dirais que l'ego, il se met là. C'est est-ce que je suis prête à entendre que peut-être le correcteur, l'éditeur, la personne qui a relu, finalement, a une bien meilleure idée que la mienne. C'est jamais très agréable, mais c'est à la fois formidable de pouvoir rentrer dans ce travail collaboratif et se dire que le texte final ne vous appartient pas à vous. De toute façon, il ne vous appartient pas puisque c'est celui de l'auteur d'origine, mais que même le texte français n'est pas que votre texte. De toute façon, on ne traduit jamais tout seul.
On a toujours besoin d'aller demander des conseils à droite et à gauche, parce qu'on est toujours confronté à des univers qui ne nous sont pas familiers. Et puis on traduit avec tout ce qu'on a entendu dans notre vie, avec tous les registres de langue qu'on a pu glaner sur les marchés, au café, dans nos interactions avec des personnes plus âgées, plus jeunes, et où il faut faire son miel, en fait, de toutes ces rencontres-là, pour se dire, tout ça, ce sont des choses que je mets dans ma besace et que je pourrais ressortir le moment venu. Mais voilà, peut-être que cette question de l'ego, elle joue à cet endroit-là, d'accepter qu'on... Est-ce que je suis la meilleure personne? Alors, pour traduire ce texte, jamais, on ne le saura jamais. Est-ce que je suis en capacité de traduire ce texte? Et quelles ressources je vais être obligée d'aller chercher? Je ne peux pas le faire toute seule. Voilà, ça c'est certain. On ne traduit jamais un texte tout seul, véritablement. Et vous est arrivé de refuser une traduction? Il m'est arrivé de refuser une traduction plutôt pour des questions de calendrier, oui, ou d'entrechoc de propositions. J'ai eu cette immense chance de n'avoir jamais à refuser un texte parce qu'il ne me plaisait pas, parce que j'estimais que la qualité n'était pas suffisante. Et je tiens à dire que c'est beaucoup plus difficile de traduire un texte moyen que de traduire un bon texte, évidemment. On est toujours porté par la qualité du texte qu'on traduit. Donc tous les traducteurs et traductrices qui, à un moment ou à un autre, peuvent être amenés à faire des traductions qu'on qualifierait de purement alimentaires, c'est un travail d'une immense exigence, en réalité. Alors, je reviens à votre comparaison ou votre mise en parallèle avec le théâtre. Vous dites dans une conférence où vous m'avez envoyé le draft, vous dites qu'au fond, on peut très bien aussi au théâtre se cacher, on se cache derrière son personnage, mais dans cette traduction dont vous nous avez dit qu'elle était marquée nécessairement par l'ego de la traductrice, en l'occurrence, il y a une chose que le théâtre a et que la traduction n'a pas, ou alors elle l'a mais je ne le vois pas, c'est le directeur artistique ou le metteur en scène. C'est-à-dire vous construisez votre personnage sous l'œil d'un metteur en scène, d'un directeur artistique, éventuellement d'ailleurs aussi sous l'œil des camarades avec qui vous êtes sur scène et qui ne sont pas muets, qui ont des avis, qui peuvent les échanger avec vous. Est-ce qu'il y a un équivalent dans le métier que vous exercez quand vous êtes traductrice? Alors c'est une question très fine. Il y a deux choses. Il y a l'éditeur ou l'éditrice dont on peut considérer qu'il ou elle a, dans une certaine mesure, un rôle de mise en scène, puisque d'abord il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord en amont de la traduction. Très souvent, les éditeurs vous proposent de faire un essai sur le texte que vous serez amené à traduire, et ça permet peut-être de se mettre d'accord sur certains partis pris et d'avoir déjà un certain nombre de retours. Et puis, il y a toujours le regard qui sera porté une fois que la traduction sera rendue. Mais évidemment, c'est plus laborieux d'ajuster à ce moment-là, une fois que le texte est traduit. En revanche, se développe de plus en plus, j'ai l'impression, chez les traducteurs, des pratiques collaboratives, pas forcément dans le sens de co-traduction, mais où on va montrer un bout de son travail à quelqu'un en qui on a confiance, si on a des doutes sur certaines choses, si on rencontre des vraies résistances, et de pouvoir soumettre ça à l'œil critique de collègues qui traduisent de votre langue ou pas, d'ailleurs. Alors, tout le monde n'y a pas recours dans les mêmes proportions, mais ça existe. Donc il y a quand même une forme de collectif autour de nous qui peut nous servir de sounding board. Voilà. Mais qui est ad libitum, si je puis dire. Vous n'êtes pas nécessairement un metteur en scène, vous n'êtes pas nécessairement un traducteur. Dans la conférence dont vous m'avez encore une fois envoyé le draft, il y a un certain nombre de choses qui illustre le caractère physique de la traduction d'une manière extrêmement précise. J'aimerais bien que vous en parliez, je veux dire, le choix du moment, de la posture, la visite au médecin, les muscles, etc. Oui, alors parce que cette conférence s'adresse à des étudiants et qui sont jeunes et en pleine santé en général, mais je tiens vraiment à attirer leur attention sur le fait que leur corps est aussi leur outil de travail et qu'ils vont devoir en prendre soin. Et que donc, la posture dans laquelle on traduit a une incidence sur le long terme, sur notre santé et sur notre capacité à traduire.
Alors évidemment, chacun est très différent en la matière. De la même manière qu'il y a des auteurs qui aiment écrire debout, il peut y avoir des traducteurs qui se font des installations avec des tables en hauteur. L'inclinaison de l'écran, de pouvoir le surélever, la façon, le siège sur lequel on est assis. Je parlais encore à une collègue, pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui a été prise de vertige. Et qui s'est dit qu'elle devait revoir sa posture de travail. Alors certains s'asseyent sur des ballons de pilates. Moi, j'ai une merveilleuse chaise ergonomique que j'aime beaucoup parce qu'elle permet de se basculer et de s'étirer et que donc on est toujours en mouvement finalement. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas être assis de manière statique. Et puis, je pense qu'il est bon d'avoir une pratique physique parce que on peut être tellement figé, crispé, ratatiné devant son ordinateur que je pense qu'il est essentiel que les personnes qui traduisent se lèvent, bougent. Alors, si on ne veut pas danser, ne dansons pas, mais au moins s'étirer, marcher, aller se faire un café. Il y a un très beau journal d'une traduction que je cite dans cette conférence où la traductrice dit que c'est ses mains qui traduisent et qu'elle a besoin de bouger les mains quand elle traduit. Et je me retrouve là-dedans. Alors moi, j'ai un tempérament un peu méditerranéen, je bouge beaucoup les mains quand je parle, mais je pense que quand je traduis, je les bouge aussi. Je marque la rythmique et que si on m'obligeait à poser les mains sur la table bien assise, je serais très embêtée. Je pense que le mouvement de l'esprit s'arrêterait en même temps. Vous avez une espèce de préparateur physique pour quand vous allez vous lancer dans une traduction ou juste vous allez consulter le médecin Je fais du yoga et je pédale beaucoup, voilà, et ça aide. J'évoquais tout à l'heure ces moments où on a parfois, enfin, je peux réfléchir pendant 1 heure à une phrase qui va me résister. Bon, il y a un moment, on arrête, on se dit c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard. Et puis la solution se présente, voilà, quand je suis sur mon vélo en train de pédaler dans le vent, et là, soudainement, ça paraît limpide. On n'a pas encore parlé de cet institut devant les élèves duquel vous avez prononcé cette conférence. Est-ce que vous voulez bien en dire un mot ? Bien sûr. Alors, ce n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la formation à la traduction s'est énormément développée. Il y a des tas de facultés qui proposent des masters de traduction. Moi, j'ai eu la chance de faire le master dit de Charles V, puisqu'à l'époque, il était rue Charles V, mais c'est le master de traduction de Paris 7, qui a été il me semble que c'est le premier du genre, mais peut-être que je me trompe. Mais aujourd'hui, voilà, on peut se former à la traduction dans des tas d'écoles, des tas d'universités. Et puis, il y a l'école de traduction littéraire qui a été fondée il y a quelques années en partenariat avec le Centre national du livre, qui est un endroit qui s'adresse à des gens qui ont déjà une petite expérience de traduction, qui ont déjà publié 1 ou 2 ouvrages et qui vont approfondir leur traduction. Mais il y a une vraie évolution dans la profession. Je pense que je fais partie peut-être de la dernière génération de personnes qui sont venues à la traduction. Alors sur le tard, c'est peut-être un grand mot. Moi, j'avais 30 et quelques années quand je me suis formée. Mais dans ma promotion, rares étaient les jeunes étudiants qui arrivaient directement d'un cursus de licence, de maîtrise et qui faisaient ce master. Aujourd'hui, on a souvent des étudiants plus jeunes qui sont dans un parcours universitaire linéaire. Ce qui est formidable certainement à plein d'égards, que je peux déplorer un tout petit peu parce que je pense que pour traduire comme pour jouer, il faut avoir un peu vécu, il faut s'être frotté à des univers différents, il faut avoir beaucoup lu. Et parfois, peut-être que certains étudiants manquent un petit peu de recul. Mais voilà, c'est la vie qui leur apportera ces expériences et ils se bonifieront certainement avec le temps. Aussi. Vous avez enseigné, vous enseignez, vous enseignerez ? Je suis toujours heureuse des opportunités pédagogiques qui s'offrent à moi. Je n'ai jamais enseigné de manière continue, mais j'ai toujours eu à cœur, que ce soit en théâtre, que ce soit en traduction ou dans d'autres cadres. Je suis toujours très heureuse quand on me propose d'animer un atelier ou de venir à la rencontre d'étudiants. C'est toujours d'abord l'occasion de s'interroger sur sa propre pratique, bien sûr, de faire un petit pas de côté, et puis de se confronter à des gens plus jeunes dans la carrière. C'est
c'est toujours formidable parce que les questions vous permettent de revisiter ce que vous faites et parfois peuvent être un peu déstabilisantes, même si je n'ai pas d'exemple à vous donner dans l'immédiat. Mais oui, je pense que la pédagogie est essentielle et moi, je me suis sentie très bien accueillie dans cette profession, ce qui n'est jamais évident en fait. Les traducteurs et traductrices très chevronnés qui étaient dans la place quand moi j'y suis arrivée, ont toujours fait montre d'une grande générosité. Et ça, j'espère que nous saurons continuer à maintenir cet esprit-là, en fait. Je pense que les traducteurs qui ont vécu, et travaillé à l'ère pré-Internet pouvaient être très isolés les uns des autres. Les nouveaux outils de communication ont permis un décloisonnement. Et donc, c'est toujours avec une grande joie que les traducteurs se retrouvent, qui réfléchissent ensemble, qui travaillent ensemble. Mais j'espère que cet esprit de savoir accueillir les plus jeunes, les nouveaux, les nouvelles, se maintiendra. Parce que ça a été très précieux pour moi quand j'ai commencé. Sarah Gurciel, je vous remercie. Je vous propose que nous nous interrompions pour reprendre le fil de cette conversation sur le métier de traductrice et sur la manière dont vous, personnellement, l'exercez, pour nous retrouver donc dans une mise en ligne la semaine prochaine.